va voir pendant 1 heure sur chaque fuseau horaire ce que sont les francophones tout autour de la planète. Combien d'endroits différents? Là, 23 capitales différentes pour 25 heures de programme. Direct. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. C'est une réponse à la chanson de Vincent. Je ne veux pas mourir ce soir. Non, parce qu'on a encore tellement de choses à faire ensemble. Il y a 4 mots, pour moi, qui représentent à la fois la langue française, qui représentent la France et que le monde entier comprend. Ces 4 mots, c'est s'il te plaît, je t'aime, pardon et merci. C'est intéressant quand c'est un choix. Georges Saint-Prune, par exemple, j'y pense maintenant parce que c'est un grand, a choisi le français. Nous n'avons pas tous le choix. Vous l'avez. Nous n'avons pas tous le choix du bilinguisme ou du trilinguisme. Et donc c'est intéressant ces auteurs qui choisissent ce mode d'expression. Quand on arrive au siège de l'ONU à New York où vous vous trouvez, il y a une chaîne de télévision en permanence, c'est TV5 Monde. Défendre la francophonie, ça passe aussi par un grand média à l'international. Ce dont nous devons être convaincus, et TV5 Monde étant cela une vitrine formidable, c'est que nous pesons de tout notre poids. Par les valeurs que nous défendons, ce qui définit la francophonie, c'est un humanisme intégral. Nous défendons vraiment la diversité des perspectives et la langue française est porteuse aussi de toutes ces perspectives. La décision de la France a été de faire plus en matière de francophonie. C'est vrai ou c'est une rumeur ? Ah non, je peux vous dire que le chef de l'État, Emmanuel Macron, est très engagé sur ce sujet-là. Il en a fait une des priorités dans son discours aux ambassadeurs fin août. Et ça s'est décliné très concrètement, une première fois ici à New York, puisque hier matin, Emmanuel Macron a lancé un fonds bilingue pour la langue française. Et il s'agissait de quoi? Tout simplement de mettre 400 000 $ sur la table chaque année pour favoriser des établissements qui enseignent en français et en anglais. Je pense qu'il y a un combat du français contre le français lui-même. C'est vrai que souvent, en Afrique ou ailleurs, on parle mieux français qu'on ne le parle chez nous. Et je trouve qu'en France, on n'a que trop tendance à négliger l'expression française, dans ce cas-là, d'infiniment clair, d'infiniment beau et d'unique au monde. À Abidjan, on parle pas, on coumant, on fuit pas, on fraya, on mange pas, on dabat. On dit ce que tu manges, c'est ça que tu fais sortir. Mais nous, on a avalé français, mais on a sorti nouchi. Vous pensez que j'abuse? Moi? Oui, toi, oui, moi. On dit moi, putain, moi, et on prononce moi. Donc, donne-moi devient donne-moi. Même pas donne. Non, on dit do. Donc, donne-moi. Donne-moi. Et pour parler comme lui, je dirais donne-moi mon lin. Moi. D'où vient le nouchi? Le nouchi vient de la rue. Je suis en train de jabrapapa dans ton yukulu. Est-ce que ça a djoro? Tu vois? Traduction en français, s'il vous plaît. Je suis en train de te parler. Est-ce que c'est rentré dans ton oreille? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que tu as compris? Un bon français, quand quelque chose n'est pas normal, on dit elle est. Répondez sur le plateau. Quand quelque chose n'est pas normal, on dit elle est. Quand un discours, une allocution ne contient pas de politique, on dit le discours, l'allocution n'a pas de apolitique. Imaginez un continent qui n'a pas de fric. Comment on peut l'appeler sur cette base? Afrique. Question rapide à chacun. Le tic de langage qui vous reste, qui vous maintient en Suisse, c'est quoi? Entrer seulement. Ah oui, ça se dit pas en France? Ah, pas du tout. Et un jour, je l'ai fait en tournage et j'ai eu une équipe de 50 personnes qui se sont mis à éclater de rire et je ne comprenais pas pourquoi. Le mot le plus suisse, qu'est-ce que c'est? Déçu en bien. Ouais. C'est très vaudoise. C'est vaudois, même plus précisément. Vous êtes un peu oui, entre c'est vaudois, mais en même temps, c'est très représentatif de cette réserve typiquement helvétique. Même question, le moment où votre français est français de Suisse, c'est quand? Quelle chenille! Quelle chenille. Là, il faut traduire pour le monde entier. Quel le chenille, c'est quoi? Le désordre. Il y a des mots un peu plus et en salés. Suisse, on n'aime pas le chenille, puisqu'on est organisé.
Vous croyez que la culture suisse, c'est ringard et ennuyeux? Eh bien, vous allez prendre... Une bonne paire de claques dans la gueule. Quand moi je vais en France et que je dis que je me suis encoublée et que je suis tombée dans une gouille, j'ai des grands yeux comme ça, ils me regardent et je dis ah là, ça doit pas être français. Soyons francs, les Français parfois nous regardent de haut quand ils sont francs eux-mêmes. Il y a ce texte de François Sagan qui est terrible, il dit le français titubant de Genève. On est un petit peu plus lent, on va un peu moins vite. Ça vous fait réagir, Metin Arditi? Oui, je pense que c'est une question de culture profonde, d'un mélange d'humilité traditionnelle et de méfiance. Parler vite, défaut, là, hein. Parler vite, ça veut dire s'exprimer sans réfléchir. Or, le Suisse aime assurer ses arrières. Je pense qu'il y a aussi la culture suisse qui fait qu'on est moins dans la grandiloquence, on est plus modeste, on est influencé aussi par la religion, par le fait qu'on est un peuple de montagnards et on ne procède pas de l'aristocratie. En Suisse, il n'y a pas le culte de la personnalité. Bertrand Piccard, vous avez fait le tour du monde, pas comme nous, tranquillement dans un studio, enfin dans ce BFM qui est une magnifique salle, vraiment en avion, succès planétaire, écho planétaire. Est-ce que vous restez, est-ce que dans tout ce tour, vous avez parlé aux médias du monde entier, vous êtes resté un francophone suisse? J'ai un petit peu de scrupule à dire que j'étais un ambassadeur de la francophonie parce que pour faire rayonner la Suisse à l'étranger, c'est peut-être paradoxal, mais on doit parler anglais. Ça, c'est parce terrible, que sinon, on n'est pas vraiment compris par le reste du monde. Alors, mon accent français, francophone, suffisait peut-être à rappeler que j'étais suisse même quand je parlais anglais. Si on devait faire la fiche signalétique, Joanne Montet, de la Belgique sur les réseaux sociaux, on dirait non, Belgique évidemment, sexe féminin, âge 187 ans, situation personnelle... Alors c'est compliqué, on dit la situation personnelle, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Vous connaissez ce proverbe qui dit, si tu essayes d'expliquer, comme l'a fait Joanne, les institutions belges à un étranger et qu'il comprend, c'est que tu as mal expliqué. De Fort-de-France à Ouagadougou, de Hanoï à Genève, à force de passer de la littérature au lit tour à tour, qu'est-ce qu'a fait la langue française? Elle a mis plein de polichinelles dans le terroir. C'est ça, la francophonie. Plein de langues différentes qui, très très loin de la merveilleuse qui veille à Paris, ont pris leur liberté, ont fait l'éole buissonnière. Je trouve que les Wallons devraient savoir parler flamand et le contraire. C'est de moins en moins le cas, en plus. Il faudrait que l'on s'intéresse à la culture de l'autre. Tout est dans l'ouverture à l'autre. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum. On n'est pas chauvin, on ne veut pas de stars, on est cool, voilà. Donc c'est un peu notre force qui devient un peu notre faiblesse. Je pourrais ajouter un mot? Allez. À mon avis, c'est parce qu'on n'est pas nationaliste aussi. On est trop humble. On est très ouvert, très humble. Aujourd'hui, on n'est pas très humble, on n'arrête pas de dire ce qu'on fait. Je prends le train de Bruxelles pour aller à Paris, c'est 1h20. Et pour aller à Londres, le centre de Londres, c'est 1h50, quoi. Et je dis, quand je fais pipi au sud, Paris est mouillé. Et quand je fais pipi au nord, c'est tout petit. Hein? Voilà, il faut se rappeler qu'on est tout petit. Ah bah, comme un pisse, il n'a pas le prostate, lui. Hein. Je veux vivre dans un monde où on ne doit pas chercher la beauté, chercher la vérité. D'après l'évaluation qui a été faite, il y a une quarantaine de langues en Guyane. Par contre, on sait de manière claire et nette qu'il y a 8 à 9 langues reconnues qu'on appelle les langues de France. Bien heureusement, j'ai compris. Avec le temps, j'ai appris, oui, que tout un chacun avait ses défauts. Au point de ne pas comprendre Charlie Hebdo. Il n'y a pas de raison de rejeter la langue française, même lorsque la langue française a été un instrument de domination. Et d'ailleurs, les grandes figures anticolonialistes ont renversé
la langue française contre l'oppresseur. Kateb Yassine, qui est une grande figure algérienne, disait que le français est notre butin de guerre. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Maria, Irma, deux sacrés phénomènes qui ont soufflé de toute leur force quasi surnaturelle sur notre région Caraïbe. La Guadeloupe n'a pas été épargnée, comme vous le savez. Et c'est une partie du ventre francophone qui palpite encore au rythme de ces violentes déferlantes. Alors pour nous, en ce moment, là, la francophonie prend une autre allure, une autre couleur. La couleur des plumes rebelles qui marquent aussi le caractère de notre région. Sur mon île au soleil, à l'ombre, je prends sommeil sous l'arbre des souvenances. Et là, il s'agit de l'arbre de l'oubli, cet arbre qui permet à chacun de se souvenir, d'ancrer un passé, mais sans pour autant le rendre lourd, ténébreux. Il brille, il illumine, il donne des messages de fond, d'espoir et de transcendance. Ce qui touche davantage, c'est moins la nature que la réaction des hommes. C'est un moment de peur partagée, c'est un moment de communion et c'est un moment où on va se mettre à suer ensemble. Moi-même, pas meilleur qui ont d'autres. Faut savoir, moi, à vie à autres. L'encan garde ça quand passé, ni des mondes faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Merci Lise Dolmar, merci Michel Renette, merci à vos équipes, malgré les difficultés provoquées par le passage de l'ouragan Maria. Et on continue de parler des Antilles françaises ici, à Paris. Vu d'ici, on a l'impression qu'il fait beau tout le temps. On doit vivre avec les tremblements de terre, avec les cyclones, avec les éventuelles éruptions volcaniques. C'est un peu comme quand on voit la France de loin, on dit « Ah, c'est super ». Bon, ils vivent avec l'hiver. Nous, on n'a pas ça. Mon premier cyclone, je l'ai connu, j'avais 4 ans. Je me souviens parfaitement de la vitesse à laquelle c'est arrivé, la vitesse à laquelle on s'est protégé, le bruit. Tout ça, ça fait partie. Puis on a peur, mais je ne sais même pas si j'ai eu peur. Je rappelle souvent nos ancêtres amérindiens disant « Le cyclone a l'avantage de détruire ce qui n'aurait peut-être pas dû être construit ». Alors on est en forme, on est prêt à commencer? Oui. OK, comme on dit chez nous, on lâche pas la patate et on lance l'émission. Je suis allé avec les caméras à l'extérieur et comme ça, improvisé, j'ai attrapé des gens au passage et j'ai discuté avec eux. Ça donne une petite conversation. Chez nous, on dit une jasette. Notre français qui vient de marin, qui vient d'ouvrier, qui vient de fermier, est devenu très imagé. C'est pas l'Académie française qui est arrivée ici là, en 1608, là, hein, puis même après. Quand j'entends des gens le dire cette expression-là, ça me fait beaucoup rigoler. Avoir le trou de cul en dessous du bras. Tu sais, je me vois juste comme un trou de pète en dessous d'un bras. Je trouve ça juste très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Mais moi, je pense que ça veut dire que ça va pas bien. Alors bonjour, Mélanie Joly. Bonjour. Et merci de partager un café entrée principale. Je suis très content qu'on fasse ça ensemble. Ça me fait plaisir. Il y a moins de café que je m'attendais, mais je suis contente de prendre un café de façon en fait virtuelle. Madame Joly, quand vous avez appris qu'on était choisi entrée principale pour être à TV5 Monde aujourd'hui partout sur la planète francophone, avez-vous été inquiète qu'on nous choisisse, nous? Je ne commenterai pas sur cette question-là. J'ai confiance, André, en vos capacités de pouvoir vraiment faire rayonner notre francophonie partout à travers le monde. Mais aussi des ententes comme Radio-Canada peut avoir avec TV5 Monde sont fondamentales. Oui, exactement. Sont fondamentales parce qu'on doit s'unir au niveau international via le radiodiffuseur public francophone pour justement faire rayonner notre francophonie. J'espère qu'à partir de maintenant, la tasse entrée principale sera sur votre bureau, Madame la ministre. Avec du café. C'est évident que j'ai envie de parler de la place de la francophonie au Québec versus le monde entier. On rayonne partout sur la planète avec cette belle langue que nous avons. Oui, énormément. Et le Québec se place, évidemment, veut être le vaisseau amiral de la protection de la langue française en Amérique du Nord. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, les francophones représentent 2 % de la population. Parfois, on s'en sent très seul. Et lorsqu'on arrive au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, bien, on sent qu'on est une force. Il y a une force dans la francophonie. Et ça nous aide et ça nous stimule beaucoup.
Dire que la Nouvelle-Orléans est une ville francophone et francophile, ce sont deux gentils euphémismes. Du nom des rues de la cité louisianaise aux enseignes des magasins des quartiers populaires, c'est bien simple, le français est partout. OK. C'est un professeur, toujours ses livres. D'abord, j'ai précisé, je dis tu au professeur, c'est une marque de respect en Louisiane. Professeur, si tu veux bien. C'est quelque chose que j'ai écrit en réponse à la pression qu'on avait sur le français. Perdre le français et juste qu'on est rendu là, dans notre histoire, ça serait un maudit dénouement quand même. Et il y a un éditeur qui a essayé de corriger, j'ai écrit D-E, accent aigu, N-O-U-S-M-E-N-T, dénouement. Il y a un éditeur qui a essayé de corriger, il dit non. Et il a dit oui, mais c'est seulement les poètes qui peuvent jouer avec la langue. J'ai dit oui, mais voilà mon permis de conduire, je suis poète. L'héritage historique français à la Nouvelle-Orléans est donc très fort, ce qui explique la présence de ces statues de notre Jeanne d'Arc en plein French Market. Mais pour autant, les néo-orléanais ne parlent pas tous français, loin de là. C'est pas une langue qui est parlée dans la rue. Souvent, je vois des touristes français qui sont dans le Vieux-Carré et puis ils sont en train de chercher un restaurant. Je m'arrête, je leur demande, mais est-ce que vous avez besoin d'aide? Ils disent, ah ben voilà, je l'ai su. Il y a tout le monde à la Nouvelle-Orléans qui parle le français. Je dis, non, en fait, j'ai dû aller à l'école pour apprendre le français ici à la Nouvelle-Orléans. Hé, regarde ma chérie, la maison de Napoléon, sur la rue de Chartres. C'est Charters. Je suis un auteur francophone et fier de l'être, mais en fait, ce que je suis, c'est un auteur-compositeur franco-anglaise ou anglo-française qui espère d'embellir le monde avec les chansons que j'écris. J'ai construit tout ça, c'était un parking ici. Allô, Simon? La guillotine. Ça, c'est pour quand je vais dans les écoles. Ils vont voir la guillotine, les gamins, ils aiment bien ça. Ils sont tous alors, les photos, voilà. Ils sont tous comme ça, on va faire des photos. On a donné, nous, une mission à Reg, celle d'aller constater de ses propres yeux la situation d'Acadiens qui sont installés en Alberta. Mais on ne peut jamais faire les choses simplement. J'ai donc donné un défi de plus à Régent. Acceptes-tu? Je pense, ben oui, Brent, t'acceptes, toi? T'embarques? Partant? Ben, regarde, je te laisse mon sel. C'est parti. On est à Bonnie Doon, qui est le quartier francophone d'Edmonton. On se retrouve devant la cité francophone, qui est dans le fond comme un méga complexe où se retrouvent plusieurs des bureaux des fédérations francophones de la province. Je suis certain qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui peut nous donner une petite piste pour trouver le fameux Sports Bar acadien. On check ça. Désolé, jamais entendu parler de ça. On est à la recherche du Sports Bar acadien. Il faut absolument que je trouve ça aujourd'hui. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est-tu le Sports Bar acadien, c'est ici? Ouais! Ben, ça, c'est mon bar. Le Sport Bar acadien. Bienvenue dans notre émission appétissante qui a pour titre « On n'est pas sorti de l'auberge à Vancouver ». La cuisine française, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je suis Canadien-Français. Donc, je reviens aux sources et représenter la cuisine française comme il se faisait il y a 50 ans, les choses qui sont un peu plus techniques, les pâtés, les sauces dans les plats, un peu que je trouve que les jeunes chefs ont un peu oublié ça. Les bases sont beaucoup là. Les bases sont beaucoup là. Puis, il n'y a plus de base. Puis la cuisine française, ce que je trouve extraordinaire, c'est une école du goût. Dans le sens où tu suis une recette de A à Z, puis il faut que ça goûte ça à la fin. Et quand tu apprends à cuisiner avec tes bases, avec des recettes classiques, tu deviens un cuisinier solide. J'ai fait une rencontre avec Jean-Nicolas Choquette, qui lui est responsable d'une petite ferme, Fairburn, qui est dans la vallée de Cowichan, et qui élève des bufflonnes, ce qui est plutôt rare. Et lorsqu'on regarde ces vallées, ces espaces incroyables avec la montagne au loin, ça sent aussi la Provence. On élève la bufflonne. Alors, ils ont importé un troupeau de l'Europe, de la Bulgarie.
Qu'est-ce que ça veut dire, Cowichan? Cowichan, ça vient du langage autochtone et ça veut dire la vallée du soleil. La plupart des mots essentiels ne sont que d'une syllabe. Cœur, ciel, mer, terre, âme, eau. Enfin, on peut aller à l'infini. J'en oublie un principal. Et ça, c'est une chose incroyable, qui est très court. 4 lettres. Dieu. Dieu, qui aurait fait, paraît-il, la terre entière, etc. On peut imaginer que son nom serait à la proportion de son œuvre. Pas du tout. Il est tout petit, il est tout rabougri, il a 4 lettres seulement. C'est bizarre, ça. Qui contient tout, c'est ça, c'est une syllabe. Et quand on allonge, déjà, on signale qu'on n'est pas dans la légitimité. Et quand on allonge, on peut employer le mot que Louis-Ferdinand Céline a inventé, parce que vous le saviez peut-être pas, mais blabla est une invention de Céline, ça n'existait pas. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille, oui, je serai sûre de trouver ces gemmes arc-en-ciel éternels, immortels. Imagine, Pivot est à côté d'un mec ou à côté de toi et tu dis, et l'autre te dit, oui, j'ai vu le bouquin de ce monsieur, très mauvais. Ah bon? Beaucoup de gens le trouvent admirable. Oh, si vous l'avez vu, vous serez misérable. Oh, ben, je suis pas d'accord. Et je t'ai dit que je suis pas d'accord parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est là le génie de Molière. Et là, Molière dit, vous? Et l'autre répond, moi. Et là, il dit cette phrase, je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est pas sublime. Et l'autre répond, c'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Et l'autre dit, il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours. Et là, ils s'insultent, et ils finissent par la plus grande réplique de Molière dans Les Femmes savantes. L'autre lui dit, souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit, ce qui ne t'arrivera pas. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et l'autre lui répond, et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Voilà, ça s'appelle Molière, ça s'appelle la langue française. Ce lieu était un havre de paix, mais c'est aussi un point stratégique puisque c'est ici qu'a été établie la maison du gouverneur, aujourd'hui l'Assemblée de la Polynésie française. C'était un lieu de rencontre où on discutait politique, prestige, économie, gestion, et c'était un lieu chargé de pouvoir et d'histoire. Et en effet, les missionnaires en 1839 ont décidé de sédentariser un peu la reine, qui a eu tendance à aller de faré en faré. Ils lui ont construit un faré à l'emplacement de l'actuelle Assemblée territoriale en 1839. Et peu de temps après, c'est le gouverneur qui a amené une maison préfabriquée pour être son résidence. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que l'histoire se prolonge, puisqu'il y a l'Assemblée territoriale à la place de la Maison de la Reine, mais il y a toujours la résidence du Haut-Commissaire. C'est la langue française qui est principalement utilisée pendant les séances aujourd'hui. Et il est vrai que les élus indépendantistes ont pour habitude d'intervenir en langue tahitienne, donc nous disposons d'un traducteur qui traduit les interventions en langue tahitienne simultanément en langue française. C'est un peu notre fierté en Polynésie, la première fois que Disney choisit parmi le Pacifique la Polynésie pour traduire un de leurs dessins animés dans notre langue vernaculaire. On en découvre un extrait tout de suite. On va parler de la Méditerranée, du Maghreb avec des auteurs et des artistes formidables parce qu'on n'a pas fait d'escale à Alger ou à Marrakech, mais on a des artistes qui sont là. Au milieu des années 30, dans l'Algérie coloniale, un étudiant en lettres, que ses camarades appellent tout simplement Charlot, s'écarte des sentiers battus et ouvre une maison d'édition dans une échoppe du centre d'Alger.
Bientôt, les éditions Charlot, en 1937 et 1939, publient L'Envers et l'Endroit et Noces, 2 essais d'un jeune journaliste, Albert Camus. Et j'ai eu envie de questionner ce lieu, de questionner cette époque du XXe siècle. Et qui de mieux pour questionner le XXe siècle en Algérie qu'Edmond Charlot. Camus, je pense que dans l'histoire littéraire algérienne, mais aussi dans l'histoire littéraire française, il occupe une place très particulière. Très certainement que la grande force de l'œuvre de Camus est là, de pouvoir à la fois supporter des discours d'admiration, mais aussi supporter des textes critiques qui font que Camus demeure une figure insaisissable et difficilement catégorisable. Tony Marsh est avec moi, il sera avec moi tout au long de ce programme. Bonjour Tony. Bonjour. Ancien international de rugby, vous êtes surtout le plus français des Néo-Zélandais. Je me trompe ? Ouais, je ne dirais pas ça, mais je suis français, oui. Oui, vous avez la nationalité française et vous avez porté quand même quelques fois le maillot bleu. Ouais, quelques fois, ouais. J'ai eu la chance de jouer en équipe de France pendant 21 fois. Nick, est-ce que tout va bien en cuisine ? Bonjour Demet, très bien, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 petits plats dans ma cuisine sur le Auckland Harbour Bridge. Il y a vraiment un bon lien entre la culture française et les kiwis. Chaque fois qu'ils nous parlent de la France avec des étoiles dans les yeux, surtout sur la gastronomie, sur les paysages, sur les vieux villages de France. Et beaucoup de kiwis vont en France tous les ans. Ouh là 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 là, c'est incroyable. Ça, c'est le bœuf tartare. Ça, c'est du bœuf tartare. Oui, avec la mousseline, foie de poulet. Du foie de poulet. Oui. Et aussi l'escargot Nouvelle-Zélande. Quel est le chef qui t'inspire aujourd'hui? Cette semaine, c'est Michel Troisgros. Michel Troisgros. Oui. Oui, alors faut savoir que Nick vient de rentrer en Nouvelle-Zélande parce qu'il a aussi un restaurant, Le Petit Léon, qui se trouve en Dordogne, donc 3 mois dans l'année. Il part là-bas ouvrir son restaurant. Et donc, Michel Troisgros, qu'est-ce que tu as aimé? J'ai mangé la semaine dernière et c'était énorme. L'expérience, la cuisine, le service, tout est magique. Le français côtoie ici 28 langues vernaculaires, de quoi donner à la francophonie calédonienne une identité hors norme. Et cette francophonie, aux couleurs du Pacifique, se retrouve dans l'univers culturel et tout particulièrement musical avec un style. Il s'appelle le Kaneka. Le Kaneka, à l'origine, il faut le rappeler, c'est quand même la parole de Jean-Marie Tjibaou, qui a été donnée à nos aînés, de créer une musique, créer un mouvement musical pour accompagner un mouvement politique. En Calédonie, on voit que le rythme traditionnel il disparaît un petit peu. Et Tchélénode, en fait, c'est un groupe qui casse tout, Ce poème, c'est comme un cri qui vient de l'intérieur, un cri sur lequel Paul Wamou a mis des mots, ces mots. Au diable la peur, coup de botte dans la gueule, au diable celui ou celle qui ne vient pas. C'est une langue qui nous a été imposée. Même si je parle mieux, même si j'aime la langue française, mais c'est une langue qui est arrivée chez nous. Donc c'est une façon de dire que je vais jouer avec elle et que je vais, et voilà. C'est pas une revanche, mais une façon de la déconstruire à ma façon. Jouer avec la langue pour remettre l'histoire et la société en perspective. Et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir. Depuis une quinzaine d'années à peu près, il y a de plus en plus de francophones qui viennent s'installer ici, qui tentent la grande aventure australienne. J'ai regardé les derniers chiffres, il serait près de 90 000 installés ici actuellement. Sandrine, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir vous installer ici en Australie? C'est quoi? C'est le soleil? C'est la bonne humeur des Australiens? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Je pourrais dire que c'est un petit peu tout à la fois. Initialement, c'était surtout l'esprit, la découverte d'espace, cette sensation de liberté. Les Australiens sont vraiment très relax. Évidemment, le climat est un bonus. On a envie tout de suite de rester dans ce pays. On s'y attache très facilement.
ce qui peut être très facilement dangereux et évidemment on n'a plus trop envie de repartir. Vincent, vous acquiescez à côté, c'est dangereux de venir ici? Non, mais c'est vrai que quand on arrive en Australie, on est souvent un peu grisé et il y a beaucoup de jeunes qui débarquent avec des working holidays, qui ont très envie de rester et c'est pas toujours facile parce que c'est un pays qui ferme ses frontières de plus en plus. La première année, quand j'ai lancé le festival, je voulais éviter tous les clichés. Je me suis planté complètement. Les Australiens aiment nos clichés français. Alors lesquels justement? Le cancan, le cabaret, le vin, tout ce qu'on peut imaginer comme bon cliché français, la baguette, etc. Et ben ça c'est vrai et ça fait partie de notre culture. Il faut l'assumer. C'est génial, c'est génial. Quand je suis avec toi, je me sens comme une grande étoile. La la la. La France est très sensuelle et on se sent comme une femme à Paris. Ici, c'est un peu plus British. Je finis un roman, il fait chaud. Disons que ce qui me fascinait de l'Australie, c'était ce rapport entre une culture occidentale, moderne, électrique, voire électronique, et puis la culture aborigène, la culture spirituelle aborigène. Le Salpurichum, c'est une danse chamanique pour faire disparaître un malheur. Elle exprime le fait d'accueillir un bonheur après avoir effacé une catastrophe de la vie. Pourquoi les Coréens s'intéressent-ils à la langue française? La réponse, elle n'est pas tout à fait unique. Je pense que tout d'abord, le français, c'est une belle langue pour tous les Coréens. Au niveau de sa musicalité, c'est une langue harmonieuse. Donc c'est ce qui les attire en premier. Ensuite, il me plaît à croire que les valeurs que véhicule le français, telles que l'égalité, les droits de l'homme, que ces valeurs sont très importantes pour les Coréens, tout en sachant qu'en plus la plupart de nos apprenants sont de sexe féminin et il me plaît à croire que c'est ce qui les motive. Ce qui compte le plus, c'est d'être moi-même. Quand je l'ai reconnu, j'ai trouvé la vraie liberté. Je n'ai plus peur de m'exprimer. J'ai retrouvé confiance en moi. Je connais les valeurs de la France. Et ce sont les forces qui guident ma vie. Je suis coréenne. Et en plus, tu parles français. Le français qui était la langue de la littérature et de la culture par le passé, aujourd'hui il y a un regain d'intérêt avec les considérations économiques et industrielles est en train de devenir une langue très importante. Moi dans ma crêperie, on a du biniou bien sûr, mais on passe énormément de reggae. Et donc du coup j'ai beaucoup de groupes coréens underground on va dire, donc pas très connus, mais qui viennent faire des chants traditionnels avec du dub derrière. Donc c'est vachement différent on va dire. Et moi, je suis plutôt un expert dans le Séoul de nuit. C'est ça. Donc, les étrangers disent souvent que la culture nocturne de la Corée est exceptionnelle. Nous sommes au siège de la CCTV à Pékin. Alors c'est vrai que le bâtiment est impressionnant, vous allez le découvrir avec ces images, c'est la création d'un architecte très connu, Rem Koolhaas, mais les Chinois surnomment ce bâtiment Takucha, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, très bien. Et je crois qu'il ne faut pas trop dire ce mot à la télévision, c'est un peu familier, Roline. Oui, tout à fait. Vous savez, cette construction très connue dans le monde entier, mais dès le début, la polémique faisait rage parce que tous les Pékinois, apparemment, ne sont pas tombés amoureux de ce bâtiment. Donc, pour ironiser, ils le surnomment le caleçon. Le caleçon. Donc nous sommes dans le caleçon. Voilà, ça commence bien. On va parler de francophonie et de caleçon. Quand on pense à la France et la Chine, on pense évidemment à De Gaulle, le général De Gaulle qui a été le premier à reconnaître la nouvelle Chine. C'était par un simple communiqué, mais qui a fait grand bruit. C'était le 27 janvier 1964. Alors on se replonge dans l'histoire. Officiellement, M. Malraux était en voyage privé, mais on a confirmé depuis qu'il était porteur d'un message du général De Gaulle au président Mao Tse-tung
Dans ce document, Malraux a écrit une phrase qui était confidentielle à l'époque. Maintenant, il est très connu. Il a dit « Les Chinois sont des Français de l'Asie ». Ah, alors petit accent, Guéfeil, on ne vous a pas entendu. Est-ce que les Chinois sont les Français de l'Asie? Est-ce que vous êtes d'accord avec André Malraux? En fait, moi, je sens juste que je suis amoureuse de la langue et j'adore apprendre cette langue. Et je n'ai pas autant d'historique et logique à présenter. Plutôt, je me souviens la première fois que j'ai appris le premier mot français, je trouve que c'est une langue chantante. J'ai envie de chanter quand je parle français. C'est génial. Nous sommes heureux de poursuivre ce tour du monde de la francophonie avec vous à Phnom Penh, au Cambodge, donc le royaume berceau de la francophonie asiatique. Alors nos invités sont là. Derrière moi, le premier, c'est Fonky, qui est courageux, qui est sous la pluie. Fonky, c'est l'étoile montante de l'art urbain. Alors il est riche, cet homme-là, parce qu'il est riche d'une triple culture, cambodgienne, française et canadienne. Je suis allé puiser dans notre culture, dans justement les bas-reliefs d'Angkor, en me disant pourquoi copier ce qui se passe ailleurs quand on a quelque chose de tellement riche. Parce que pour moi, vraiment, le graffiti, le street art, qu'importe comment on veut l'appeler, c'est vraiment un reflet de la société dans laquelle il se développe. Sakona Pung, ministre de la Culture et des Beaux-Arts. Alors le Cambodge compte 16 millions d'habitants. On dit à peu près qu'il y a 3% d'habitants qui sont francophones. 3%, ça fait 400 000 habitants. C'est pas beaucoup, mais à la fois, ça veut dire que le français est encore une langue vivante au Cambodge, en complément et non pas contre l'anglais. Bien sûr, si vous voulez, 3% n'est pas beaucoup, mais si en comparaison avec le pays voisin, le Laos, on compte 1% et au Vietnam, on, à peu près 0,5 ou 0,6%. Et donc, le Cambodge a toujours pris en considération sa richesse. Le gouvernement cambodgien, à travers le ministère de l'Éducation, a vraiment pris en considération d'introduire la langue française dans le système éducatif du Cambodge. Donc il s'agit de près de 13% des élèves au primaire et secondaire qui prennent la langue française comme LV1 et LV2. Voilà, en langue vivante 1 ou langue vivante 2, davantage en langue vivante 2, quand même, il faut bien le reconnaître, derrière l'anglais pour l'instant. David Chou, dans ce film primé à Cannes, Diamond Island, vous avez voulu montrer un autre visage du Cambodge. Oui, je pense que le cinéma, ce que peut le cinéma, c'est aussi montrer des représentations différentes des choses. Et c'est clair que si on pense au Cambodge, les représentations qu'on peut avoir du Cambodge, ça va souvent tourner autour soit de la période angkorienne, soit de la période Khmer Rouge, et peu du présent. Et finalement, les gens ont peu de nouvelles de ça. Et moi, ça m'intéressait de faire ça. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Inde? Eh bien parce que l'Inde et la France ont un passé commun entre 1668 et 1954. Au niveau des sociétés, il y a aujourd'hui 400 sociétés françaises présentes sur le pays à travers de 1000 établissements, donc des filiales, des sous-filiales. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la France est un employeur important en Inde. On a plus de 300 000 employés indiens, dont le premier est en Capgemini avec 100 000 employés. Donc les affaires marchent, visiblement, entre l'Inde et la France. Nadir Godrej, est-ce qu'au nom du business, des affaires, de la diplomatie, est-ce qu'on doit fermer les yeux sur les dérives actuelles en Inde? Je pense par exemple aux attaques quand les personnes mangent du bœuf, ou les attaques contre les minorités ethniques, contre les chrétiens, contre les musulmans par des extrémistes hindous. C'est inacceptable, toutes les choses comme ça. Il faut parler et je pense que le gouvernement fera quelque chose. Vous, en tant qu'homme d'affaires, vous pouvez intervenir dans ce domaine-là? Bien sûr, on peut parler en aide et le gouvernement écoute très bien. Vous
dites que vous n'auriez pas eu de carrière sans la France? Quelque part, oui, parce que le fait que, vous savez, être danseur rome en Inde, rien qu'avec notre corps, on doit tout marquer. Tout se voit, de la tête aux pieds, on doit marquer le rythme, on doit vraiment bouger et s'exprimer. Et je pense que ça a été bien compris. D'autant plus que pour revenir aux histoires des bayadères, quand on a chassé les bayadères en 1948, jusqu'en 1954, les bayadères continuent à exister dans les temples de Pondichéry. L'Inde, ce n'est pas seulement Bollywood, et c'est pas vous qui me direz le contraire. Non, non, pas du tout. En fait, je déteste ce sobriquet qu'on nous donne de Bollywood parce que c'est un mélange des mots Bombay et Hollywood. Le cinéma indien n'est pas seulement Bollywood. Le cinéma indien, c'est aussi, par exemple, de Kerala, qui est un cinéma magnifique. Swagatam. Swagatam, bienvenue en Inde. Namasté, Raoul. Namasté. 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 Tiens le volant. Namasté. Namasté. Non, non, mais je tiens le volant, t'inquiète, regarde. Ici, on ne conduit pas, on évite des accidents en Inde. Oui. C'est un pays des cascadeurs. Des cascadeurs. Lahore représente la moitié de la population du Pakistan. Il paraît que ça représente la moitié des francophones du Pakistan. Il faut savoir que le Pakistan tient bien son rôle au niveau de la diffusion du français et de la francophonie, puisqu'il se classe 4e au niveau des pays asiatiques, hein, juste derrière les monstres chinois, indiens et l'Indonésie. Quel est le quotidien d'une ministre députée pakistanaise francophone féministe qui se bat pour les plus pauvres, les plus précaires, c'est-à-dire les femmes? Ça consiste en quoi votre travail? Ça consiste d'être avec mon peuple, d'être avec mes femmes, d'être avec les gens que j'adore. C'est des gens ils travaillent très dur, ils ont la vie très dure aussi. Mais le Pakistan, l'État de Pakistan, le gouvernement de Pakistan prend soin d'eux. Quelle langue parles-tu? Le français. Pourquoi? Ça fait plus du charme. Moi, c'est le créole pur. Amène, ma barèse, crayonnaise, ma gasse, tout ensemble. Quel langage vous cause? Eh bien, créole. Valérie, si je vous demande la superficie de la Réunion? 2512 km² de générosité. Bien joué, nous sommes dans l'océan Indien et juste derrière nous, eh bien, on a des baleines qui s'en donnent à cœur joie. Et oui, c'est comme ça la magie du direct. Bienvenue chez nous. Racontez-nous comment, il y a quelques années de cela seulement, vous avez participé à une première, disons-le, audacieuse. Une première audacieuse pour l'Académie de la Réunion, une classe bilingue. L'objectif, c'est de permettre à l'élève, à nos enfants, de maîtriser la langue française et la langue créole. Il a combien de petits mamas? Il n'a pas ni l'école aujourd'hui. 1, 2. La particularité des classes bilingues, c'est que on prend vraiment le créole et le français sont à pied d'égalité. Tu parles quelle langue, toi, Noam? Est-ce que tu parles créole? Est-ce que tu sais parler français aussi? Tu sais pas parler français? Même pas un petit peu? À partir de tout petit, on essaye de justement leur expliquer qu'à La Réunion, il y a 2 langues qui cohabitent, que ces 2 langues sont très proches. J'aime à penser de vous que vous étiez tout le monde et personne. Celle dont on ignorait tout, mais qui allait faire tomber les rois et les couronnes. Ce qui guide en fait, c'est le fond de cœur, hein, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est ça, voilà. Si c'est le français qui prend place parce que c'est ce qui me vient, ben voilà, et si c'est le créole, ben c'est le créole. On jure. Ah ben oui, créole, bien sûr. Il dépend si c'est un oreille venir à nous. Français, c'est compliqué. Conjuguer dans les phrases, il faut tout faire. Oh, je dis je t'aime, mais dis pas mi et ma peau. Je dis je t'aime. Je crois que ce tour du monde de la francophonie est vraiment une très belle initiative. On va parler de culture,
On va parler de partage de créativité. Job, c'est une légende et vivante en plus. Ouais, pour nous, c'est un exemple à suivre. Il ne va pas dire du mal de moi. Il n'y a aucune raison de dire du mal de vous, Zeb, bien sûr. Pour moi, c'est le James Brown de Madagascar, Zeb Jojob. Et il y a 18 ethnies à Madagascar. La musique des côtes, des plateaux, du nord, du sud, ce sont des musiques totalement différentes. Quel est le point commun? C'est le rythme, la polyphonie? Il y a 18 rythmes. Il y a bien un point commun quand même. Ouais, c'est presque tous, on joue ternaire d'abord. C'est presque, même si on change des mélodies, des cadences et tout ça, c'est à base de ça. Je m'adresse à tout type de population parce que moi, je suis très engagée. Et surtout, moi, je trouve que Madagascar, c'est un pays jeune et la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et j'ai privilégié surtout la jeunesse de Madagascar. Donc, je travaille avec les jeunes incarcérés, les mères précoces, les jeunes victimes de viols et de violences et les gamins des rues de Tana. Je n'ai pas les moyens de te faire voyager, je te promets que tu feras le tour du monde à travers un crayon et un papier car la connaissance est le seul héritage que je puisse te donner en plus du maman, d'un foyer et ta liberté car tu es et tu seras libre de choisir ta destinée. Quelle est aujourd'hui la place de la langue française au Liban? Une fois qu'on a dit que c'était le phare de la francophonie au Moyen-Orient, je pense que vous serez d'accord et ce n'est pas exagéré, mais concrètement, comment se porte-t-elle au Liban? On a étudié de la langue française et pendant la guerre aussi, la France était un pays d'accueil. Donc cette langue, on ne peut pas dénier qu'elle a été elle fait partie de notre histoire. Le fait qu'on dit que si on dénie cette langue, on est en train de dénier notre histoire et notre passé, quoi. Nous sommes ici à Beyrouth, à quelques kilomètres de là. Il y a un pays qui est en guerre et qui est ravagé par une guerre terrible depuis maintenant 7 ans, peut-être presque 8 ans aujourd'hui. Vous qui êtes quand même proche du président Michel Aoun, que peut faire la francophonie? Je suis persuadé que la francophonie peut faire beaucoup de choses. La francophonie est nourrie des droits de l'homme. Et lorsqu'on est nourri des droits de l'homme, on a la possibilité d'avoir recours à 3 valeurs au moins. La valeur du respect des différences, la valeur de la liberté et la valeur de la vérité. J'ai découvert le monde du clown et c'était un monde vraiment magique, génial, qui m'a changé. C'est votre projet, vous donnez des spectacles aux enfants libanais et aussi à des enfants syriens réfugiés. C'est vraiment un moment où on peut offrir un peu de joie à ces gens qui en ont besoin. J'ai cherché une cause en moi pour pouvoir combattre. Et franchement, c'était la cause qui était inévitable, c'est la liberté. Le mot liberté, il est incroyable. Que ce soit la liberté sexuelle, que ce soit la liberté de penser, la liberté artistique, la liberté politique, la liberté confessionnelle. La liberté de vivre sa vie comme on l'entend. De vivre sa vie comme nous, on l'entend. Être humain. Ici, c'est Kinshasa. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion, d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est la Pocop de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Comme le veulent les cartes postales, là je mets plus en exergue les attraits, les atouts d'une fille, ville, belle, à laquelle j'ai fait une déclaration d'amour. Maître Marilyn Yema, comment se vit la francophonie dans le plus grand pays francophone du monde? Alors, la francophonie, elle se vit surtout à travers la langue française, cette belle langue héritée du colonialisme, mais que le Congolais s'est approprié. On va dire 40%, si pas 60% de la population congolaise manie aussi aisément qu'elle manierait sa langue maternelle. Le plus grand rêve que j'ai, de construire une école de musique. Au moins, on pourra permettre à d'autres personnes, et surtout aux enfants, de pouvoir apprendre à jouer des instruments. On s'est dit, c'est bien bon de jouer de Mozart, Beethoven, mais également dans notre culture à nous. Pourquoi ne pas écrire nos propres œuvres? Mais dans ces œuvres, on a voulu qu'il y ait une coloration africaine. Tu sais ce que mon iPhone cache, moi? On s'embrouillera le lundi soir pour se retrouver le jeudi soir, jeudi soir.
soir, 22h, jeudi soir, jeudi soir, autour d'un verre. Et voilà, la terre de la rumba, ça fait 1-2. Vous avez été nombreux à suivre ce tour du monde. Denise, voici la rumba. Et c'était Kinshasa. À très bientôt. Matondo Mingi, comme on dit en lingala, et en swahili, Asante Sana. Merci de nous avoir fait découvrir votre grand et beau pays. Merci à toutes les équipes qui nous ont permis de célébrer la francophonie dans ses couleurs et ses accents. Merci à tous, merci de votre fidélité à TV5 Monde.